Jean-François Gaultier, notre dernière conversation peut être consacrée à des sujets plus généraux, mais poursuivons sur l'Europe. Alain de Benoît, que vous connaissez bien entendu, que vous lisez, a écrit « Je me sens plus européen que français ». Est-ce que vous souscriviez à cette phrase? Je pense que de sa part, c'était une forme de prospective. Il souhaitait ce monde où il pourrait être plus européen que français, c'est-à-dire qu'une Europe véritable, et véritable organisation et ensemble de peuples tournés vers leur puissance commune existerait. Oui. Mais il y a une question que je ne peux pas vous poser, c'est celle de l'identité, parce que l'identité, déjà, le mot pour vous est un peu piégé. Vous refusez l'identité des choses, puisqu'elles sont mouvantes. Ah, si elles doivent être fixes, oui. Mais il y a des identités qui sont des identités en devenir. C'est un peu un vocabulaire platonicien, l'identité, hein, pour vous. Pas nécessairement. Les essences, je crois que vous les refusez, les essences. Oui, mais il y a des constances qui ne sont pas forcément des essences. Et des permanences? La constance des Européens, c'est qu'ils sont toujours des êtres en devenir d'eux-mêmes, dans des circonstances qui ne cessent de changer. Mais c'est comme chez Héraclite, il y a cette permanence de l'affluence. Donc vous ne souscrivez pas, par exemple, à l'idée de réduire l'Europe et ses héritages à la presque métaphysique des droits de l'homme. Ça ne marche pas pour vous. Oh ben c'est une métaphysique qui n'a cessé de marquer, un, qu'elle était fausse, deux, qu'elle conduit partout à des impasses. Les droits de l'homme universels, on a joué cette carte-là dans la colonisation, on la rejoue dans la décolonisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il n'y a aucune différence entre les êtres humains? C'est totalement absurde. Même les langues prouvent le contraire. Il n'y a pas en chinois d'idéogramme pour dire droit de l'homme, oui. Et il n'y a pas d'idéogramme pour dire l'homme au sens juridique du terme. Et il est évident que la conjugaison de ça avec son génitif attributif, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça n'est pas transposable, ça n'est pas transmissible. Alors si cet universel n'est pas transmissible à au moins 1,5 milliard d'individus, je trouve que l'universel pêche par défaut, là, si vous voyez ce que je veux dire. C'est encore un de ces produits d'une théologie mal maîtrisée. Ah oui, tout à fait. Qui a conquis l'Europe à partir de... Alors vous disiez, c'est pas tant Constantin que Théodose? Oui, Constantin, bon, effectivement, s'est converti officiellement au catholicisme sur son lit de mort. Théodose est celui qui a organisé l'Empire autour d'une égalité. Et il y a là un glissement conceptuel qui traîne dans toute l'histoire de l'Europe. C'est un glissement conceptuel qui va d'une égalité des âmes, ce qu'on appellerait une isonomie de type théologique, vers une égalité des hommes, qui est une isonomie juridique ou ontologique. Et celle-là n'est pas praticable. Elle est devenue infernale. Au sens exact du terme, oui. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle est mise en œuvre, elle conduit à l'enfer des relations entre les hommes, c'est-à-dire à la guerre, à la destruction, et totalement inutilement pour essayer de sauvegarder un principe qui lui-même n'est pas un principe vivable. Je ne dis pas vital, mais vivable. C'est au nom de ce principe, par exemple, que c'est pas par hasard que le pape, un peu prisonnier de ce principe égalitaire, en vient aujourd'hui, je parle de l'actuel pape, François, au nom du principe égalitaire, on arrive à admettre la migration de masse. Oui, et au nom du même glissement que celui opéré par Théodose, c'est-à-dire celui de l'égalité des âmes qui est, vous me pardonnez l'expression, très certainement son fonds de commerce, et qui glisse vers une égalité des droits. Elle n'est presque pas pardonnable. Pour le chrétien que je suis, parce que je tiens à marquer que pour autant que nous conversons, je n'approuve pas nécessairement votre cosmologie. Heureusement que nous sommes divers. Oui. Mais, il y a encore des curiosités, des chrétiens qui restent comme ça dans les dernières campagnes. Oui, il en faut. Charentaise, par exemple. Du moment qu'ils sont catholiques, tout va bien. Précisément du moment qu'ils ne glissent pas, comme le pape Bergoglio, de cette égalité des âmes qui est, de foi, vers une égalité des hommes qui est de droit, et donc politique. Et donc politique, et on mélange tout. Ouais. Oui, parce que le droit n'a de signification que sur une terre où quelqu'un peut garantir son application. Et s'il y a
des droits universels, ça veut dire qu'il y a quelque part un pouvoir universel. Où est-il? Et voilà. Je ne l'ai jamais vu, il n'existe pas, donc il y a une erreur conceptuelle qui est une erreur terrible. Et toute la question est submergée par la question démographique, justement, qui est en train de donner une surpuissance au principe d'égalité au point de créer une espèce d'humanité générale à dominante, on peut dire africaine. Est-ce que c'est violent de dire cela? Pour l'instant, non, elle serait plutôt à dominante chinoise, enfin pour ce qui concerne ce que vous appelez l'humanité. Oui, qui n'existe pas, évidemment, pardon, encore une fois. Voilà encore un universel. Les universaux, il faut s'en méfier avec vous, hein. Il faut faire attention aux mots. Hein. Sinon, comme concept naturaliste. Oui, bah oui, quand même. Mais en dehors du concept naturaliste, si on revient à une philosophie du droit ou à une philosophie politique, l'humanité en tant que telle n'existe pas. Et alors, pour ce dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire pour les migrations, la terreur potentielle qui nous menace, c'est celle des conflits interethniques. Parce qu'on n'a jamais vu, nulle part, et même pas en Afrique d'ailleurs, d'entente longue entre des ethnies différentes. Et même entre des cultures différentes. On a l'exemple du Liban, on a l'exemple de multiples tentatives de constituer des pays qui ont tout échoué dès lors que on essaye de mettre ensemble des mondes d'Hestia qui n'ont pas le même monde d'Hermès. On en revient toujours aux mêmes catégories. Alors revenez à votre catégorie. Il faut le redire. Hestia, c'est la maison. C'est la déesse du foyer. C'est le foyer. Et Hermès, c'est le dieu des relations avec l'extérieur. Mais il y a dans les banlieues parisiennes, dans ce qu'on appelle les zones de non-droit, expression totalement aberrante. Du point de vue du droit, il n'y a pas de non-droit. S'il y a une terre où un droit s'applique, il y a du légal et de l'illégal. Si les actions sont illégales, il faut les réprimer. Si c'est légal, il n'y a rien à dire. Alors mais le non-droit n'a pas de sens. Vous dites des terres illégales ou allégales alors? Non, des actes illégaux sur des terres qui sont les nôtres. Oui. Il n'y a pas de raison de les abandonner. Oui. Et là, quelle autorité? Alors, je dirais on parle beaucoup, il faut du courage, mais quel courage? Tout le monde est d'accord pour se reconnaître dans la Constitution de la République française, au moins provisoirement, eh bien qu'on l'applique. Et les lois avec elle. Mais bien sûr. Oui, et quand on a dit ça, que fait-on quand on est ministre de l'Intérieur ou président de la République? Eh bien on fait son boulot. Personne ne le fait alors? Ah non, personne ne le fait, et c'est pour ça que terriblement, ces ministres-là sont, d'une certaine manière, dans l'illégalité. Ils ne remplissent pas leur mission. Illégaux et illégitimes, puisque ils le deviennent assez vite. Je reviens à l'Afrique, vous y avez vécu, vous avez des choses à en dire, c'est un sujet qui vous inspire? Alors, personnellement, j'étais très content d'enseigner à Libreville pour deux groupes de motifs. Le premier, c'est, bon, j'avais 26, 27 ans, première expérience longue de la France vue de l'extérieur. Et ça, c'est une expérience intéressante. Allez, oui, parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment héritier de quelque chose de remarquable. Différent et remarquable. Ah oui. On sent que notre pays a une histoire extraordinaire quand on vit ailleurs. Ouais. Et on est héritier de tout cela. Des sédiments et des sédiments et des sédiments et des sédiments. Ouais. Vous ne les trouvez pas en Afrique? Alors, en Afrique, il y a une culture qui est essentiellement orale. Oui. Il y a des divisions ethniques qui se font autour des langues et autour des puissances de conviction qui vont avec les langues. Et nous avons légué à ces ethnies très 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 diverses des structures juridiques qui ne leur conviennent pas. L'Organisation de l'Unité africaine, qui a changé de nom depuis, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle aujourd'hui, mais avait pris comme principe général l'intangibilité des frontières héritées. Il apparaît après 2 générations que c'est strictement invivable. Le Mali ne peut pas fonctionner comme cela, alors qu'on y envoie des troupes pour essayer de les aider
à entrer dans trop de désordre, c'est une chose, mais ce n'est pas l'intervention de pays tiers comme la France qui va pouvoir permettre de construire un Mali. Alors c'est vrai de l'Érythrée, c'est vrai de tous ces, Vous disiez, tous ces pays. à propos des droits de l'homme, c'est une absurdité que l'on invoque aujourd'hui pour justifier la domination du Nord par le Sud, et c'était tout aussi absurde quand on les utilisait pour justifier la domination du Nord en retour, par le Nord du Sud. Oui. La colonisation était une aberration. D'ailleurs, toute votre conception des choses condamne la colonisation, l'idée d'un homme universel, d'un progrès universel, d'un droit universel. Toute la Troisième République de gauche justifiait les entreprises coloniales par l'égalité des hommes entre eux. Si on veut être cynique, bon, on peut très très bien dire nous y allons parce qu'on va leur voler du bois, du manganèse, du cuivre, de l'uranium. Bon, très bien. Mais cacher ça sous l'égalité des hommes entre eux, voyez, c'est de la blague. Vous retrouvez De Gaulle, par exemple, avec l'idée de décolonisation. Vous n'avez pas du tout condamné sa politique décolonisatrice en Afrique. Oh, j'étais trop jeune. Oui. J'étais trop jeune, mais rétrospectivement, je pense que c'était la seule solution saine. Et de ce côté-là, je n'ai jamais été maurassien. L'égalité maurassienne, du moment que c'est une terre française, non, ça ne peut pas fonctionner. Eh oui. C'est une abstraction de la Troisième République, d'ailleurs, à la Maurras, enfin... Oui, et puis très influencé par la logique d'Auguste Comte. Le positivisme, oui, évidemment. Qui est tout à fait contraire à toutes vos conceptions aussi, bien sûr. Oui, enfin, de ce qui est vivant, vital, vivable. Oui. Sur De Gaulle, puisque ce nom tombe dans notre conversation à propos de la décolonisation, vous avez un regard mitigé, j'imagine. J'avais un regard d'enfant. Il est revenu au pouvoir quand j'avais 8 ans. Oui. J'étais dans une famille, ma famille maternelle, qui était pétiniste en diable. Mon grand-père maternel avait été blessé 4 fois, gazé. Il a fait une reconnaissance extraordinaire envers Pétain, qui avait le souci d'économiser les hommes, et qui leur a donné la victoire à tous ces pauvres gars. Mais ça lui est resté. Et alors après, le refus énoncé par De Gaulle de laisser enterrer les cendres de Pétain à Douaumont, alors là, j'ai vu mon grand-père exploser. Et quand il a été nommé au grade au-dessus, à la dignité au-dessus, il a été donc au-dessus de chevalier, officier de la Légion d'honneur. Je me rappelle, j'étais encore gamin, un dîner à la maison, ma grand-mère lui disait, mais bon, on va organiser une réception pour la remise, on va inviter les cousins, les neveux, les oncles et tantes, et mon grand-père dit non. Rien. Mais bon, tu préfères qu'il y ait quelque chose de plus modeste, on peut se restreindre aux enfants et aux petits-enfants. Rien. Non. Et ben, ma grand-mère lui dit, mais enfin, pour la remise, il faudra faire quelque chose. Il n'y aura pas de remise, le décret a été signé par un Jean Foutre. Voilà. Mais alors attendez, au-delà de cette anecdote... Son âme de soldat. Mais moi j'étais gamin. Ça vous a marqué? Mes grands-parents avaient eu la télévision à peu près au moment où De Gaulle est revenu au pouvoir en 1958. Et je trouvais ce type magnifique. La langue d'abord? La langue qu'il maîtrisait. Il parlait toujours de la France en disant De Gaulle et de Gaulle en disant la France. Ça vous impressionnait? Ah oui, ça, je trouvais ça merveilleux. Mais attendez, il y a un contenu dans sa politique, outre la décolonisation, le regard sur les États-Unis. Vous parliez de l'esprit de défense qui doit lier les cités européennes, ou la cité européenne, les cités entre elles, pour résister à ce qui les menace. Le regard des États-Unis, de Gaulle sur les États-Unis, vous l'approuvez aussi, je pense. Oui, tout à fait. Il a été remarquable, là. Et quand on se rend compte que le jeune Kennedy l'a appelé au moment de l'affaire des missiles à Cuba, il était, même pour des gens qu'il souhaitait tenir à distance, il était une référence. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux, oui. Alors, il y a quand même
puisque vous me demandez mon opinion, Je vous en prie. un extraordinaire échec du pouvoir gaulliste, c'est l'instruction publique. Ça a été catastrophique. Alors, vous savez que c'était un débat entre De Gaulle et Malraux, et pas Malraux, pardon, et Pompidou. Pompidou voulait ouvrir les universités, voulait moderniser l'enseignement, le techniciser, et le général a cédé devant la pression de son Premier ministre et de son administration. Oui, ça c'était tardivement. Mais dès les années 62-63, le débat a été noué dès les premiers mois de Pompidou. La question de l'éducation se pose et il diverge beaucoup, pardon de ce rappel historique. Oui, mais le principal problème, c'était quand même la manière dont le syndicat national des instituteurs tenait tout. Et c'est à partir de là que ça a dégénéré. Alors bien sûr, après, on a connu, après 68, raison pour laquelle d'ailleurs j'ai refusé d'entrer dans l'enseignement supérieur, on a connu ces personnalités qui étaient à 90% des profs d'université abonnés au SNESUP, qui étaient incapables d'avoir un peu de caractère. Je voulais vous le demander ça l'autre jour. Je voulais vous demander comment se fait-il que vous n'avez pas été professeur? Parce que je n'avais pas souhaité. Mais thérapeute, c'était tout autre chose, oui. Oui, ça c'est complètement différent et beaucoup plus tard. Vous n'avez pas souhaité? Ah non, je ne l'ai pas. Parce que vous avez enseigné en Afrique, vous auriez pu continuer en rentrant, non? Oui, ça m'a été proposé. Avec les doctorats que vous avez, oui. Non, je ne l'ai pas souhaité. Il était facilement perceptible dès 1976, donc l'année où Lucien Gerfagnon m'a accordé un doctorat, de percevoir que l'université était en train de partir. Oui. Elle ne se contrôlait plus, il y avait cette camarilla de profs du SNESUP qui pensaient plus à une prise de pouvoir politique et à des prises d'influence plutôt qu'à la qualité de leur enseignement. Et ça, c'est quand même tragique. Est-ce que c'est l'université qui fout le camp ou toute la civilisation? Pardon de ce vocabulaire de comptoir. La civilisation, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, effectivement... La civilisation européenne? Ah non, la civilisation européenne, c'est un mode de devenir. Ah bon? Ça n'est pas un passé. Ah non, c'est un mode de devenir qui cherche ses outils dans son passé, ça c'est tout à fait normal. Oui. Mais c'est un projet. Pour ce qui concerne l'université... Un projet, je vous coupe. Ah oui, vous voulez revenir sur l'université, mais je reviendrai sur le projet. L'université, que vous vouliez dire, pardon? Oui, l'université, on lui demande aujourd'hui de préparer des jeunes gens à des métiers, ça n'a jamais été la fonction de l'université. Oui. L'université, c'était un ensemble d'établissements dans lesquels il y avait une construction des savoirs. Et quelquefois des passerelles entre les savoirs, à la Bachelard, enfin une épistémologie, oui. Il y a plus du tout. Des gens qui pouvaient avoir une formation scientifique et s'intéresser à la philosophie et réciproquement. Mais on ne formait pas des gens à un métier. Il y avait des écoles pour cela. Il y avait qui sont réapparus malgré la loi Le Chapelier. Il y avait des corporations. Partout, oui. Bon, il existe encore des sociétés de compagnons où l'on peut apprendre de vrais métiers. Et c'est pas l'université. Mais c'est pas l'université. L'université, c'est complètement. Alors l'Europe comme projet, ça m'intéresse. Là, justement, c'est pas le projet de la civilisation atlantique, c'est pas le projet de la production, de la consommation. Quelle est la vie neuve que peut porter cette Europe en devenir? Est-ce que vous iriez, revenons à lui, aussi loin qu'Alain de Benoît, en souhaitant la décroissance, un mode complètement différent d'organisation de la société? Pouvez-vous le concevoir? Alors, bon, ou l'espérer avec Alain de Benoît des divergences là-dessus, parce qu'il pense que c'est quelque chose qui peut être volontaire. Ça, je ne le crois pas. Nous y serons probablement contraints. Et c'est par la contrainte que peut-être nous y arriverons. Beaucoup de gens disent que ça approche la nécessité de sortir du système. Mais en même temps, de production et de consommation. On voit l'extraordinaire développement d'individualisme délirants, qui sont tous écolos, qui veulent tous une baisse de la production d'électricité, et qui ont tous une quantité d'appareillage telle qu'il n'y a pas de baisse d'électricité, ce n'est pas possible. Il y a un moment où il y aura une résolution de ces contradictions. Alors, dans quel sens ça se fera?
Nul ne peut le deviner. L'homme Parce qu'il y a d'autres choses qui vont se superposer à cela. Par exemple par exemple, les conflits ethniques en Allemagne, en France, en Italie. Vous les voyez se durcir, bien sûr. Ah, bien sûr, oui. Jusqu'à des guerres civiles, comme on le dit, interethniques. Oui, ça sera interethnique. Civil, elles sont pas civiles. Que tout le monde soit citoyen du même pays, ce qui n'est pas le cas. Oui. Oui. Guerre ethnique en Europe, vous les voyez? Ah oui, oui, oui. Et qu'est-ce qui va engendrer cet accouchement d'un monde nouveau? La guerre, ou les guerres ethniques, l'épuisement des ressources naturelles, l'invasion, comme disent d'aucuns, ou l'affaissement de l'homme occidental. Le thérapeute que vous êtes nous disiez l'autre jour que l'homme moderne est en mauvais état, y compris le corps est en mauvais état. Il y a un épuisement du modèle de production, consommation, du travail, de l'individualisme à outrance, comme une espèce de compétition dingue, dont beaucoup veulent se tenir à l'écart maintenant. Le modèle de l'homme qui gagne dans les années 50 est complètement pulvérisé. Ah oui, oui, ça c'est sûr, oui. Mais maintenant, si vous me demandez sur quel fil rouge strictement linéaire... Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Non, encore une fois. Mais oui, rien de linéaire. La réalité historique, c'est cela. Ça sera une diversité de... Il ne faut pas que les intellectuels s'imaginent qu'avec 3 idées claires, on fait apparaître de la clarté dans l'histoire. Non, 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 ça n'existe pas. L'histoire est tout à fait mouvante. Je reprends d'ailleurs le sous-titre de votre livre sur Debussy, La musique et le mouvant. Vous êtes un grand penseur du mouvant. Et la musique, justement, est éducatrice de ce monde. C'est Debussy qui m'a appris à penser ça. Ouais. Et Bergson? Oui, plus Debussy. Plus Debussy, parce que Bergson se réfère au temps, et au temps de la création. Ça, je n'ai jamais compris comment ça pouvait fonctionner. Le temps n'existe pas, oui. Bon. Chez Debussy, il y a toujours, nous en parlions l'autre séance, il y a toujours cette marque de fabrique, les éléments qui fabriquent la partition, qui permettent de la continuer, dont les tensions permettent la continuation, ne permettent pas de prévoir par avance où on va terminer. Et oui. Et c'est précisément cela que dit la musique de Debussy, et à plusieurs voix conjuguées. Et c'est pour cela que je trouve que cette musique est exemplaire des figurations efficientes de ce que les Européens ont toujours compris, non pas conçu, mais compris. La musique traduit toujours une conception du monde, alors? Elle est première, cette conception du monde, chez l'auteur, chez le compositeur. Chez Palestrina, vous dites que le sous-titre de votre livre sur Palestrina est l'esthétique de l'âme du monde. Le musicien a construit une musique à partir d'une conception du monde préétablie. Oui, mais pas d'une conception philosophique. Oui, sensible. C'est un état de la sensibilité. Sensible. Ouais. Un état de la sensibilité qui ne peut fonctionner que dans la conjugaison des pluralités. Et ça, c'est quand même, quoi que vous repreniez dans les histoires européennes et du plus lointain déchiffrable, l'Iliade, l'Odyssée, Héraclite, c'est une de nos constances. On n'en sort pas, même si des intellectuels vous expliquent qu'il y a de la linéarité dans l'histoire. C'est faux. C'est une grande expérience de désintoxication que fréquentait Jean-François Gaultier, parce qu'on se rend compte qu'on est en effet prisonnier de quelques réflexes, quelques plis de la pensée qui finalement ne résistent pas tant à l'examen, cette idée de linéarité qui nous vient sans cesse à l'esprit, cette idée d'explication unique, cette idée de causalité pensable. Vous êtes sans cesse vous-même psychologiquement en train de vivre dans le mouvant, justement, dans l'indiscernable. Tant que je resterai vivant, oui. Sinon, ça veut dire que je ne serai plus là. Sans système du tout. C'est une réflexion que j'entends, par exemple, de mes auditeurs dans les formations que nous faisons à l'Institut Iliade. Certains me disent, mais enfin, c'est quand même assez compliqué, ce que vous nous dites. J'ai dit, non, c'est pas compliqué. La difficulté que vous éprouvez, ça n'est pas d'assimiler quelque chose de neuf, c'est de vous débarrasser de choses qui vous collent à vos représentations,
à vos figurations. C'est la fonction du philosophe de nous faire d'éprendre de réflexes non examinés. Oui, s'il peut servir à quelque chose. Oui. Ça devait vous conduire à écrire des poésies. Vous avez écrit, ça sera notre conclusion si vous voulez bien, La sente s'efface autant qu'il fait. C'est une succession de petites monographies. Je voudrais lire une page et vous allez me dire ce qu'on peut en penser. Ce sera notre conclusion. Nous sommes en Charente et vous écrivez « Au lieu-dit des Bouchots, près de Rouillac, une colline en conque abrite les ruines d'un immense théâtre gallo-romain. Il est orienté vers les lumières de l'Est, plus douce l'après-midi aux heures de représentation des comédies, des farces et des mimes. Une herbe sauvage a envahi les gradins. Il pouvait accueillir 6000 personnes dans une coulée géométrique rythmée par le blanc des pierres d'assises et le gris des pavés du sol disposés en cycloïdes enchevêtrés. L'herbe modère aujourd'hui la portée de la voix, mais la forme même de la conque laisse la déclamation s'épanouir jusqu'aux derniers étages du théâtre. On cherche la cité qui s'offrit le luxe d'une telle construction, qui leva des impôts plusieurs décennies durant, qui commanda les travaux et en assura pour sa gloire la bonne fin. Où est-elle dissimulée? Nul ne sait. Aucune ville alentour, pas de ruines, ni de thermes, ni de portes civiles ou impériales en arches de pierre. Hormis quelques fermes isolées, seuls restent les distractions et leurs artifices, un théâtre en pleine verdure, le prosénium et les gradins, l'avant-scène d'un monde disparu, englouti, comme absorbé par la terre qui pourtant le porta jusqu'à l'extrême agitation de la grandeur. Ça nous menace? Il y a, cette métamorphose permanente et beaucoup plus rapide qu'on ne le croit de la vie sur Terre. Du paysage des hommes. Et de la vie sur la Terre. Parce que vous voyez, autour des Bouchots, il y a un ancien ingénieur des ponts et chaussées qui était passionné d'aviation, qui a, en différentes saisons, à différentes heures, en fonction de la pousse des blés, il a circulé en avion au-dessus pour essayer de trouver des traces. Bon. Il n'a rien trouvé. Donc on ne saura rien. On ne saura rien, et on ne saura rien de qui était là, dans ce théâtre extraordinaire. Bon, j'avais l'habitude, quand j'étais encore parisien, j'étais un peu critique musical, donc j'avais l'habitude du théâtre des Champs-Élysées. Je me suis retrouvé là, c'est 2 fois le théâtre des Champs-Élysées. Qui était là? Pour y faire quoi? Et là, il y a un témoignage magnifique qui ne peut que pousser à la méditation sur ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous espérons faire. Ce qu'on aura gardé de nous? Oui. Peut-être rien. Sans doute. Merci beaucoup Jean-François Gauthier. C'est moi qui vous remercie pour votre accueil dans cette magnifique maison. En Charente. En Charente. Merci.